Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire dans le cadre du e-salon Les clés de l'emploi et de l'alternance, village de la création d'entreprises. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette conférence. Je m'appelle Patricia Herbé. Je travaille à la Maison de l'Emploi Métropole Nord-Ouest. Et mon travail, c'est de recevoir les porteurs de projets et de les orienter dans le cadre d'un espace ressources. Donc, vous pourrez, à la fin de ce webinaire, prendre rendez-vous avec moi et je vous recevrai pour vous donner toutes les informations qui pourraient vous être utiles tout au long de votre parcours de création. Un espace ressource, c'est quoi? C'est un espace qui a été labellisé par la métropole européenne de Lille pour justement l'accueil et l'orientation des porteurs de projets. Alors, je vais vous dire quelques mots avant de passer la parole évidemment, mais je vais vous dire quelques mots sur le concept de cette nouvelle édition du e-salon Les clés de l'emploi et de l'alternance. Il a été bâti avec 3 temps forts. Le premier temps fort a démarré le 25 mai et vous pouvez y découvrir les espaces de développement économique, les parcs d'activités et les unions commerçantes des 10 communes qui composent notre territoire. Le deuxième temps fort a démarré déjà lui aussi et il concerne l'orientation et la formation. Le troisième temps fort, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui, eh bien, vous y retrouvez des employeurs, des centres de formation et des structures partenaires de la Maison de l'Emploi pour la création et l'accompagnement d'entreprises. Dans le village de l'emploi, à aujourd'hui 220 employeurs et environ 1000 offres d'emploi. En parallèle de ces temps forts, nous vous proposons depuis plusieurs jours des visioconférences ou webinars sur des thèmes différents. Alors, vous pouvez les retrouver actuellement en allant sur le site Les clés de l'emploi. Ça concerne, il y a énormément de thèmes qui sont abordés. Si je m'intéresse et si je reste sur celui de la création d'entreprise, vous retrouverez le 9 juin une visioconférence qui sera animée par BGE sur le parcours du créateur. Le 10 juin à 16 heures, une présentation sur un mode un peu particulier, à mi-chemin entre le contrat de travail d'un salarié et le travailleur indépendant. Ça, c'est le 11 juin, le 10 juin à 16 heures. Et le 11 juin à 11h15, vous pouvez aussi accéder à une visioconférence spéciale pour les jeunes entrepreneurs. Il y a également des visios sur la formation, la reconversion professionnelle, une visio intéressante qui a eu énormément de succès, réussir son entretien en visio. Voilà, on y revient. C'était un direct le 11 mai et vous pouvez la retrouver comme toutes les autres en replay pendant un an sur notre site. Alors, bonjour Juliette, bonjour Marie, bonjour à tous, à toutes. Pour le moment, je vois que des femmes, comme souvent d'ailleurs. On va pas désespérer. Si vous êtes là, c'est que vous êtes curieux, curieuse, que vous portez peut-être un projet dans le domaine associatif, que vous avez envie de créer un emploi, le vôtre, pourquoi pas. Un emploi qui ait du sens, un emploi qui soit local, un emploi qui soit solidaire. Ah, ça vient, Grégory, Yves, bonjour messieurs. Ça va aller, Sylvain, ça va aller. Alors, je
je continue sur le principe du fonctionnement de ce webinar. N'hésitez pas, là j'ai vu des bonjours. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat. À un moment qui sera opportun, je pourrai les poser à Sylvain ou Sylvain les prendra lui à son compte. Donc tout au long de l'intervention, vous pouvez poser des questions. Vous pouvez également poser des questions évidemment à la fin du webinar. Et même quand le webinar sera terminé, puisque vous avez la possibilité de retrouver Maillage sur son stand virtuel au sein du village de la création. Je vais donc, je pense qu'il est temps là de vous présenter donc Sylvain Masclet, qui est chargé de mission création et référent accompagnement chez Maillage. Sa présentation va durer entre 30 et 40 minutes. Ça dépendra un petit peu de vous. N'hésitez pas, je sais qu'il a besoin, il a envie d'avoir du vivant et du qui bouge. À tout à l'heure. Merci Patricia. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous retrouver effectivement. Voilà, donc, pour cette petite session autour de l'économie sociale et solidaire. Effectivement, moi je travaille pour une association qui s'appelle Maillage et qui a un cœur d'activité qui repose sur l'accompagnement à la création d'activités justement dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et donc l'idée ici aujourd'hui tout de suite, c'est de pouvoir en tout cas vous donner quelques infos sur le champ de l'ESS. Qu'est-ce que c'est et qu'on y retrouve. C'est un champ assez large et du coup on a assez peu de temps. Donc on va pouvoir, j'essaie d'aborder de manière la plus large possible. En tout cas, n'hésitez pas. Effectivement, d'habitude c'est qu'il y a un format où on est plutôt en présentiel et je préfère quand il y a pas mal d'échanges et de témoignages et voilà. On n'est pas forcément hyper nombreux, donc n'hésitez pas à partager et à poser vos questions dans le chat. Au contraire, ça va apporter à tout le monde et donc ça sera un peu plus vivant, effectivement. Et si je ne suis pas assez clair, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Du coup, on l'a dit, on est parti pour 30 à 40 minutes, 45 au total, on avait dit. Je vous ai expliqué un petit peu n'hésitez pas à poser des questions. Effectivement, l'enjeu, c'est bien d'appréhender un peu ce secteur de l'ESS qui est un peu pas facile à comprendre, en tout cas quand on n'est pas dedans. Et du coup, l'idée, c'est de vous aider en tout cas à y voir un peu plus clair. Voilà. Commençons directement. L'ESS, pour commencer, je voulais partir sur quelques petites définitions qui permettent un peu de poser un peu le cadre, en tout cas d'aborder quelques notions et de quelques thématiques. En fait, en collectant un petit peu quelques petites définitions comme ça, on retrouve différentes choses qui se complètent un peu. Effectivement, ça peut être défini, l'économie sociale et solidaire peut être définie un peu comme une branche de l'économie où des organisations privées cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Et puis, voilà, donc on retrouve effectivement le champ économique, le champ économique privé, effectivement, on est bien dans le droit privé, et on retrouve à la fois la notion d'activité économique classique, hein, comme dans l'entrepreneuriat classique, mais aussi on essaie d'avoir et d'y amener un petit peu la notion d'équité sociale, en tout cas voilà. Vaste débat. Ça peut être aussi défini comme un mode d'entreprendre, développement d'activités économiques adapté à tous les domaines de l'activité humaine. Je voulais remettre cette définition-là aussi parce que, et c'est aussi pour ça que c'est pas facile à appréhender parfois l'économie sociale et solidaire, c'est qu'on y retrouve en fait des secteurs d'activité très divers, très larges, et en fait c'est pas l'ESS n'est pas limité à un secteur en fait une branche d'activité et c'est ce qui est un peu difficile à comprendre. Et donc voilà, c'est la manière d'entreprendre qui place l'activité au service de l'intérêt général. Il y a cette question un petit peu qui rejoint un peu l'équité sociale, mais en tout cas d'intérêt général, de valeur. En tout cas, il y a beaucoup de choses où on entend beaucoup de valeur, non pas que
les autres économies n'auraient pas de valeur, mais en tout cas, il y a une forte volonté affichée, en tout cas, de vouloir concilier les deux. Je vous propose de commencer par un petit retour peut-être un peu historique, sans passer trop de temps. En fait, l'idée, ce sera de revoir un petit peu comment ça s'ancre un peu cette branche d'activité, ce secteur, et après peut-être d'aborder aussi quelques statuts spécifiques, parce que c'est aussi la question récurrente, en tout cas de quand on crée de l'activité, quelle qu'elle soit, de se poser aussi la question des spécificités des statuts juridiques. Donc voilà, on posera un petit peu les choses là-dessus. Pour faire assez bref, on peut, il y a d'un point de vue historique, on peut revenir un peu sur des prémices de l'économie sociale et solidaire. Il y a des gens qui leur remontent un petit peu même à l'Antiquité. En tout cas, il y a un fort ancrage dans les mouvements du 19e siècle liés à l'industrie, à la révolution industrielle, qui chamboule un petit peu forcément le panorama, le fonctionnement, en tout cas économique, qui était basé beaucoup notamment sur l'artisanat, et du coup qui change les conditions de travail aussi notamment, et de fait, il y a plein de mouvements émergents de systèmes notamment d'entraide, etc., qui font émerger un petit peu ce nouveau système qu'on appelait économie sociale, et l'économie sociale qui était aussi fortement ancrée avec justement ces histoires de statut juridique. Tout ça a fortement évolué dans ces dernières années à partir du 19e siècle. Pour la dernière évolution notable a été une loi qu'on appelle la loi Hamon, qui a été fixée en 2014, qui ancre bien dans la loi, donc du coup dans le paysage législatif, la notion d'économie sociale et solidaire, et qui la redéfinit du coup de fait. Pour revenir brièvement du coup sur tous ces aspects, on voit notamment arriver au XIIIe siècle, du coup même les premières coopérations, et notamment les coopératives fruitières, qui étaient des coopératives notamment en montagne dans le Jura, où des producteurs de lait se mettaient en commun leur production, parce qu'ils n'avaient pas forcément assez pour produire notamment du fromage, et puis c'était la solution aussi pour garder le lait qui était produit notamment l'hiver. Et donc des premiers groupements, des premières coopératives fruitières qui permettaient de mettre au commun pour faire des produits ensemble et les stocker. Voilà, donc ça c'est un peu les prémices, et je vous en ai parlé après, arrive au 19e siècle avec la révolution industrielle, pas mal et cette nouvelle classe ouvrière et prolétarienne, et puis toute une identité aussi de soutien, de lutte de classe aussi, de solidarité en tout cas, qui se met en place, et qui met en place aussi des nouveaux systèmes de fonctionnement et de solidarité, et c'est là où on voit un peu le système de secours mutuel par exemple, qui visait un peu une entraide, en tout cas entre les adhérents. Donc ceux qui adhèrent, eh ben, on met de l'argent de chacun, et puis et quand arrive un accident de la vie, et notamment on est blessé, on peut plus travailler, et ben la caisse permet de pallier un petit peu et de payer des choses. Mais aussi des coopératives effectivement de consommateurs qui se mettent ensemble pour développer, pour acheter en commun, etc., etc. Il y a quand même des reconnaissances juridiques en termes, donc, dans ce 19e, fin 19e et début 20e, avec la structuration de l'apparition véritablement dans la loi des termes et des statuts juridiques, comme avec la mutualité, les associations en 1901, et en 1917 les coopératives. Il faut savoir qu'avant tout ça, en plus, depuis la loi Chapelier d'il y a très très longtemps, les gens n'avaient pas le droit de se grouper et faire des choses en commun comme ça. Et du coup, ça c'était une vraie évolution, avec une reconnaissance juridique qui a permis de balayer un peu cette loi Chapelier. Les effets notables après, c'était notamment après l'après-guerre, après 1945, où l'État a pris une part importante, et développement de systèmes étatiques de soutien, avec la sécurité sociale, l'éducation de services publics, etc., qui ont fait émerger un développement du secteur de l'économie sociale, et l'émergence notamment du champ de l'éducation populaire, qui vise un petit peu à démocratiser
l'éducation. Voilà. J'essaie d'aller assez vite, n'hésitez pas si c'est des choses qui vous semblent pas claires, mais bon, voilà, c'est pour resituer un peu le contexte et parce que tout ça, ça a quand même des liens sur après les manières de faire et puis l'ancrage historique est assez important. Arrivé dans les années 60-70, effectivement, avec une société de consommation plus importante, pas mal de choses, puis aussi des crises économiques qui commencent à arriver, de l'exclusion, développement d'une économie qui se veut un peu alternative à l'économie de marché plus fortement ancrée et qui commence à apporter des grosses difficultés, et puis des regroupements aussi entre structures. Et dans les années 80-90, effectivement, plusieurs choses. Une première reconnaissance institutionnelle, sans avoir vraiment de loi, mais de l'existence de ce qu'on appelait l'économie sociale, qui avait la spécificité d'être basée vraiment sur des statuts juridiques. Voilà, l'économie sociale, c'était les associations, les coopératives, les mutuelles, qui ont été reconnus comme un champ à part entière. En tout cas, voilà. Et puis apparaît aussi à contre-courant de l'économie sociale, en tout cas en complément de l'économie sociale, un champ qui se revendiquait de l'économie solidaire, qui partait un peu du principe que le statut ne faisait pas vertu et qu'il y avait aussi un peu des dérives institutionnelles de grosses structures de l'économie sociale qui, même si statutairement avaient des modes de fonctionnement plutôt normalement démocratiques et qui voilà, mais ça devenait aussi des grosses machines et que là on réinjectait plutôt en complément plutôt un système d'économie basé sur des valeurs en fait. Voilà. De fonctionnement démocratique, de primer l'intérêt individuel au profit du matériel, etc. etc. Et enfin, les années 2000 qui ont vu émerger un nouveau statut juridique, alors en tout cas un complément du statut dans le champ des coopératives qui ont été les SIC en fait, les sociétés coopératives d'intérêt collectif, des mises en place de politiques locales assez fortes pour développer le champ de l'économie sociale et solidaire, la crise financière et supplémentaire qui a fait que en fait une prise de conscience un petit peu sur un modèle économique qui n'était pas forcément satisfaisant et qui a fait que de fait on a valorisé un peu ce champ de l'économie sociale et solidaire et qui est un peu une entrée dans une nouvelle ère, effectivement un développement un peu plus, c'est devenu quelque chose qui était un peu plus à la mode finalement. Et une structuration, enfin je vous en ai parlé, en 2014 avec cette nouvelle loi relative à l'ESS et qui permet de réappuyer et d'officialiser son existence et du coup de définir en tout cas le contenu de ce que c'est que l'économie sociale et solidaire à travers cette loi. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. J'essaie de passer un peu rapidement. Pour revenir juste sur cette loi, effectivement, l'idée, c'est un peu cette définition que c'est un mode d'entreprendre qui est basé sur tous les domaines de l'activité humaine. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous disais tout à l'heure, on a des activités dans l'ESS qui vont aussi bien de la petite association sportive à la SCOP du bâtiment, etc., ou une mutuelle d'assurance ou bancaire, et du coup avec des réalités et des champs très différents. Mais du coup, on est plutôt sur un mode d'entreprendre, effectivement, quelle que soit l'activité, en fait, l'idée, c'est de remettre un but quand même, ou qui n'est pas seulement basé sur le partage des bénéfices. On y met aussi une gouvernance qui est plutôt basée sur un fonctionnement démocratique avec une place de chacun, avec un système de vote qui n'est pas juste basé sur l'apport de capital éventuel. Et puis voilà. Et donc ça réinstaure un peu l'idée effectivement au moins de lucrativité limitée, c'est-à-dire que du coup que des bénéfices sont mis en place une partie des bénéfices sont prévus pour développer l'objet ou pour mettre dans des réserves en fait de trésorerie qu'on n'a pas le droit de répartir. Une petite question, Sylvain.
Tu parles de collectif. Il faut être combien pour monter quelque chose dans l'ESS Le collectif, c'est à partir de deux. Donc du D'accord. coup, tu peux monter une association à deux en fait, comme une coopérative, etc. De discuter d'ailleurs récemment avec des spécialistes des coopératives, en fait, il y a de plus en plus de scope, notamment plutôt familial, avec assez peu de monde en fait. Ce qui est, à l'origine n'était pas forcément l'idée. L'idée était plutôt une entreprise, une société plus largement avec une forte présence des salariés au capital. On y reviendra un petit peu après. Mais se développe de plus en plus des structures, en tout cas un mode d'entreprendre comme ça, presque familial, en tout cas avec peu de gens. Donc c'est à partir de deux. Voilà. C'est à partir de deux, et on va le voir juste après, dans cette nouvelle loi sur l'ESS, est arrivé quand même aussi un autre système. En tout cas, on est parti au-delà des statuts juridiques collectifs d'antan. Voilà. Mais j'y viens. Donc on peut monter ça avec un ami ou quelqu'un de sa famille. Oui. Alors après, il faut voir quel statut et comment. Mais oui, oui, c'est possible. C'est possible. Après, se pose aussi la question de comment on fonctionne entre les personnes. Et après, c'est tout la question du collectif, en tout cas. Mais ça, c'est très large. Après, pour les associations, c'est toujours un peu particulier, parce qu'on en parlera un petit peu, mais il y a une gouvernance qui est non lucrative et qui est plutôt dédiée à des gens qui n'ont pas d'intérêt économique direct ou indirect. Et donc, c'est-à-dire que du coup, si on vise du salariat à un moment donné, c'est pas un statut prévu pour cumuler la posture de dirigeant et de salarié. Et donc voilà. Et donc du coup là, si tu arrives avec, parce que ça arrive régulièrement, hein, quelqu'un qui monte son association et qui veut créer son emploi et qui met sa femme ou son homme ou son mari en tant que présidente ou président pour caricaturer. Déjà, son employeur, c'est son conjoint, donc ça, c'est une première chose. Et puis après, d'un point de vue fiscal, on peut considérer effectivement que la personne dirigeant, comme elle est sur le même foyer fiscal, tire un bénéfice en fait. Et du coup, ça pourrait remettre en question la non-lucrativité. Bon. Mais bon, à voir en détail. Mais par contre, on peut effectivement entreprendre à partir de deux, notamment pour ces statuts-là, et quelle que soit la nature des personnes. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, effectivement, la loi de l'ESS, donc du coup, elle regroupe. On voit bien que dans l'ESS, il y a les statuts historiques de l'économie sociale d'antan, qui sont les associations, fondations, mutuelles, coopératives. Mais est apparu un nouveau type d'entrepreneuriat qui font partie de l'ESS. Ce sont toutes les sociétés commerciales qui se disaient, nous, on est sur un des statuts de société commerciale, mais aussi on a des valeurs, des façons de faire, on veut, voilà, et on se réclame un petit peu dans le champ de l'ESS. Et donc maintenant, les sociétés commerciales d'utilité sociale, c'est-à-dire qui ont obtenu un agrément qui est donné par la Direct, qui s'appelle l'agrément ESUS, l'entreprise solidaire d'utilité sociale, peuvent relever de l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, là, on arrive sur des statuts que je connais pas bien, en fait, de l'économie classique, hein, SA, SARL, en tout cas, voilà, qui auraient obtenu l'agrément ESUS et qui donc peuvent relever de l'économie sociale et solidaire. Voilà. D'accord. Dans cette loi, on retrouve aussi une définition, en tout cas, de l'utilité sociale, justement, en tout cas, quand on parle d'agrément ESUS. L'utilité sociale, c'est soit, alors du coup, ça peut se matérialiser soit dans l'objet, dans les activités même, en tout cas, des actions, et on retrouve ça beaucoup, notamment dans les associations qui en fait, c'est d'apporter en tout cas une aide, un soutien à des personnes en situation de difficulté, voilà, donc, notamment le champ du social. Ça peut être ça peut être ça l'utilité sociale, mais ça peut être aussi de contribuer à la lutte, quelle qu'elle soit, contre les exclusions, en touchant à certaines thématiques, mais aussi en ayant des politiques internes, de fonctionnement interne,
de vigilance de recrutement, d'écart de salaire limité, etc. C'est un peu ce que va vérifier d'ailleurs la Directe à travers l'agrément ESUS sur certaines conditions qui permettent d'obtenir cette reconnaissance d'écart de salaire, de fonctionnement, de reverser une grande partie des bénéfices dans des réserves et qui sont pas possible d'être reversé à chacun. Mais ça peut être aussi concourir au développement durable, pardon. En tout cas, des grandes thématiques d'utilité sociale, comme ça. Voilà, je passe relativement rapidement. Sinon, on va pas avoir le temps de vous parler des statuts notamment. Alors du coup, je voulais vous faire juste un petit récap parce que quand on voit tous ces statuts historiques de l'économie sociale et solidaire, c'est pas toujours simple d'y voir clair dans leurs différences en tout cas. Donc je vais vous en dire quelques mots. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais il s'agit pas bien sûr donc pour en parler plus longuement pour chacun et chacune. C'est juste pour vous donner un aperçu d'un peu des grandes différences. Je regarde un peu l'heure en même temps pour voir si je ne rate pas tout. Pour commencer, les associations. En fait, les associations, donc c'est effectivement une convention par laquelle au moins 2 personnes ou plus mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices. C'est un peu la grande idée, du coup, que vous connaissez certainement, de cette histoire de non-lucrativité. L'idée, c'est de monter une structure juridique qui n'a pas de vocation première de faire de l'argent globalement, mais du coup, c'est plusieurs personnes qui se regroupent autour d'un objectif commun, l'objet social, et du coup, qui va être un peu la ligne directrice pour le collectif, et qui va se décliner en plusieurs types d'activités au service de cet objet. Voilà. Du coup, je passe. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. C'est notamment tout ce qui est association sportive. C'est tout type d'association. C'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup parfois, on entend des gens qui disent qu'ils veulent faire une association lucrative. Ça n'existe pas en fait. L'idée, c'est le principe d'association, c'est non lucratif effectivement. Et donc c'est des gens qui se regroupent pour cet objet-là et du coup qui créent, en tout cas qui peuvent créer effectivement quand elle est déclarée en préfecture, qui ont un statut de personne morale et qui peuvent être enregistrés, avoir un numéro de SIRET comme n'importe quelle entreprise. Sauf que la spécificité effectivement, c'est que les dirigeants ne tirent pas de contrepartie dans leur fonction de dirigeant. Du coup, ils viennent là de manière bénévole, en fait, effectivement, pour garantir un peu cet objet social. Et donc, ça se matérialise par plein d'activités différentes. Ce qui est possible, c'est qu'une association peut aussi peut vendre des prestations, peut avoir des emplois, peut faire des bénéfices éventuellement, alors pas sur des subventions publiques normalement, mais si elle vend des prestations, elle peut faire des subventions. Ce qui n'est pas possible, par contre, des bénéfices, ce qui n'est pas possible, c'est de les reverser. C'est-à-dire que les bénéfices restent dans les finances de l'association et servent au bien commun, quoi. Voilà un petit peu. Et donc du coup, effectivement, c'est aussi bien la petite association de parents d'élèves ou l'association sportive du quartier que des grosses associations comme les Papillons Blancs qui vont avoir plein d'établissements et de salariés. Voilà, c'est très divers. Les fondations, c'est en fait plusieurs personnes, physiques ou morales, hein, ça peut être des entreprises, et d'ailleurs il y a beaucoup de fondations d'entreprises, qui décident d'affecter des biens, de l'argent notamment, des ressources, dans une œuvre d'intérêt général à but non lucratif. Par exemple, les fondations d'entreprise, c'est complètement ça, c'est une entreprise qui décide de monter une fondation dans laquelle elle va mettre de l'argent régulièrement, et cette fondation financera des projets d'intérêt général, en tout cas qui ne sont non lucratifs. Voilà, donc plutôt des budgets des projets portés par des associations.
Voilà, donc du coup, il y a effectivement la fondation d'entreprise, des fondations d'entreprise, il y en a beaucoup, la Fondation de France, il y a plein d'exemples. Voilà l'idée des fondations. Mutuelles qui relèvent aussi du champ de l'ESS, bien sûr, eh bien, sont encore des personnes morales, toujours de droit privé, mais qui ont un but également non lucratif. Et là, on est plutôt sur un peu comme les services d'entraide auparavant, mais en fait, c'est qui mettent des actions de prévoyance, de solidarité, d'entraide. Voilà. Donc là, on connaît tous les mutuelles, effectivement, de santé, mais d'assurance également. En tout cas, tous les adhérents mettent en commun de l'argent, en fait, effectivement, et qui est réparti équitablement. Et donc tout ça, ce sont effectivement des statuts de l'économie sociale et solidaire avec des modes de gouvernance basés sur la démocratie. C'est pour ça que quand vous adhérez à des mutuelles, eh ben, vous êtes invité aux assemblées générales, vous avez un droit de vote, etc., etc. Les coopératives. Les coopératives sont donc une association de personnes, voilà, qui se réunissent pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques sociaux, avec un système de pouvoir qui est exercé démocratiquement. Alors là, c'est la définition un peu large, et il existe plein de types de coopératives. Il y a des coopératives d'entrepreneurs, il y a des coopératives d'usagers, on en a parlé tout à l'heure. Voilà. Il y a des coopératives aussi de salariés, comme les SCOP, etc. Du coup, je vous en détaille deux, trois. Les plus connus en tout cas, et en tout cas qui relèvent plutôt souvent en tout cas du champ de l'entrepreneuriat. La première, c'est la SCOP. La SCOP, c'est la Société coopérative et participative. Ils ont enlevé le côté ouvrier il y a quelques temps. L'idée générale, c'est que c'est une structure, c'est une société commerciale. Les coopératives sont des sociétés commerciales, donc assujetties aux impôts commerciaux pour n'importe quelle activité commerciale, qui a la spécificité effectivement que les salariés sont les associés majoritaires. C'est-à-dire que dans le capital, l'obligation quand on est... Donc c'est une société commerciale qui a des statuts spécifiques en plus pour relever de la coopérative de la SCOP. Et l'idée, c'est que ce sont les salariés qui détiennent en fait leur outil de travail et donc qui prennent les décisions. Et donc les salariés sont les associés majoritaires. Ils peuvent pas avoir, ils sont obligatoirement plus au capital. Et le mode décisionnaire, comme souvent, comme tout le temps dans les coopératives, c'est une personne égale une voix, quel que soit le capital qui a été apporté. Avec un système de partage de profit équitable, effectivement, défini par les règles de fonctionnement qui a été fait par le collectif à l'origine. Mais ce qu'on retrouve à chaque fois dans les coopératives, c'est qu'il y a toujours des réserves qui ne sont pas distribuables, en fait, qui restent et c'est obligatoire, c'est dans la loi, qui restent dans le projet. Donc, c'est-à-dire que du coup, au fur et à mesure, la société coopérative, la SCOP, va acquérir des réserves de plus en plus importantes qui leur permettra aussi d'avoir la trésorerie en cas de difficulté, mais sur laquelle elle ne peut pas toucher en fait et qui reste au service du projet. Et même même si la structure disparaît, et ben ça ne s'est pas réparti pour les différents actionnaires, bien sûr, sinon ça serait trop simple. Ça, c'est les scopes qu'on entend. Oui. Un exemple de scope, parce que Darty, j'avais ça en tête, c'est encore une scope? Ah bah écoute, je n'ai pas en tête, je sais pas si Darty en est. Alors il faut savoir que l'URSCOP, il y a, en tout cas, il y a pour les scopes, il y a l'URSCOP qui est l'Union régionale des sociétés coopératives. Et du coup, vous avez plein d'adhérents différents. Et puis c'est un peu la structure de référence pour accompagner quand les structures se lancent, en tout cas dans l'univers de coopérative. C'est les partenaires principaux. Il y a plein de scopes de différentes et sur plein de secteurs différents. C'est-à-dire que du coup, ça peut être effectivement une petite scope du bâtiment, ça peut être plein de choses. C'est pas réservé à un secteur d'activité en particulier.
Mais on entend souvent médiatiquement, souvent parler quand il y a des entreprises qui ont des difficultés financières. Parfois, il y a des projets de reprise de l'entreprise par les salariés sous format scope. Et c'est souvent, donc ça c'est l'exemple classique. Et puis du coup il y a des gros exemples. Je crois que c'était Sifrance il y a, dans la région qui a été reprise par les salariés, ce qui est pas toujours facile. Hein, c'est des gros dossiers, c'est pas simple. Il faut voilà. Mais du coup l'idée c'est que chaque salarié, du coup il y a une remise. Ils remettent de l'argent dans le capital. Et d'ailleurs, je pense que on peut mettre dans des reprises comme ça des droits de chômage éventuels qu'on aurait pu gérer qui vont là-dedans et qui viennent au capital. Et il y a un système de fonctionnement comme ça où les coopérateurs, donc les salariés, élisent un gérant et puis pour un certain temps qui vient le gérant de la structure. Mais il y a bien une participation très active des salariés. Voilà. Autre exemple, c'est la SIC. Alors, la société coopérative d'intérêt général, qui est plus récente, il y en a encore peu. L'idée, c'est qu'il y a un système de fonctionnement par collège. Il faut au moins 3 collèges d'associés différents qui ont chacun une personne égale une voix. Alors après, à voir comment on définit un peu les modes de fonctionnement, mais du coup, l'idée est un peu comme ça. Il peut y avoir à minima, il peut y avoir plein de types de personnes. Hein. Il peut y avoir les créateurs dans un collège de créateurs. Il peut y avoir et ça c'est la nouveauté, il peut y avoir des collectivités publiques. C'est-à-dire que du coup, il peut y avoir la ville qui fait partie d'un des collèges. Et c'est une grande nouveauté parce que du coup, les villes, par exemple, peuvent rentrer au capital de sociétés commerciales, mais seulement au niveau des cycles, dans un système comme ça. Et donc, en fait, c'est une société coopérative où il y a différents acteurs qui, au bénéfice d'une activité qui va avoir apporter quelque chose pour le territoire, du coup, il y a vraiment un partage du pilotage de cette structure avec ces différents collèges. Par exemple, ils ont changé de nom, donc je me rappelle plus, mais la société de Lila Autopartage, qui s'appelait Lila Autopartage avant, est une SIC, une des premières SIC de la région. Il y a une crèche aussi technologique qui s'appelle Méli-Mélo, dans laquelle il y a effectivement les fondateurs, les salariés, les usagers qui ont chacun des collèges, et il y a la ville de Lille qui a mis aussi, voilà. Et donc du coup, on est sur une société commerciale qui est composé de différentes personnes qui viennent au capital et chacun, quel que soit son poids d'apport au capital, en tout cas, a la même voix. Voilà. Les bénéfices des SIC sont majoritairement affectés aux réserves. Voilà. Une question, Oui. Sylvain. Une personne qui veut créer une crèche peut être accompagnée par maillage? Alors pour les crèches, sur la création en petite enfance, il y a la structure qui s'appelle Colline ACEP, qui est spécialisée, qui sont situées là sur l'île et qui interviennent sur toutes les Hauts-de-France, qui sont spécialisées sur la création d'activités en petite enfance et notamment dans les crèches et notamment dans les crèches parentales. Ce sont les acteurs. Donc nous on n'est pas spécialisés sur la petite enfance, et en tout cas là pour le coup c'est Colline qui s'en occupe. Sur la petite enfance. Voilà. Allez, je vous présente rapidement la coopérative, la CAE. C'est la coopérative d'activité et d'emploi. En gros, ce sont des coopératives qui regroupent plein d'entrepreneurs, en fait, des entrepreneurs individuels qui se regroupent et qui deviennent entrepreneurs salariés, quel que soit leur type d'activité. C'est-à-dire que du coup, ils sont tous salariés de la coopérative, sous le même numéro de SIRET de la coopérative, mais chacun met en place son activité. Et voilà, et du coup, il y a forcément une partie, 10% des ventes qui restent, en tout cas des ventes de prestations de chaque entrepreneur qui est affecté, qui va dans la coopérative, et le reste qui est reversé sous forme de salaire. Donc en fait, du coup, la rémunération varie un petit peu en fonction de rentrée d'argent de chaque entrepreneur, mais c'est quelque chose donc c'est un contrat un peu particulier qui s'appelle le contrat CAP.
Ça permet de tester son activité, et si ça fonctionne et si on a envie de continuer un petit peu dans cette veine, on peut rester dans cette coopérative, et qu'on devient du coup associé de la coopérative, donc du coup on devient co-décisionnaire. Et donc c'est une sorte de société qui va regrouper plein d'entrepreneurs sur des secteurs très différents. Il y en a quelques-unes dans la région, il y a des grosses, il y a Grands Ensembles, il y a Opteos, il y en a quelques-uns. Voilà, en tout cas, c'est quand on est une réflexion sur la création d'activités, c'est une des possibilités pour se lancer. Notamment si on n'est pas très sûr de soi sur le lancement, sur l'administratif et sur le lancement de son activité. Si on veut être un peu adossé à d'autres, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes quelque part, parfois d'être un peu accompagné. Et donc voilà, donc ça peut être un mode d'entreprendre un peu pratique aussi. Une question, Sylvain, Ouais. sur le chat. Conseillez-vous à un jeune créateur de s'installer en scope, ou est-il préférable de créer une société classique puis de la transformer en scope? Eh ben, je conseillerais, même si je suis pas un spécialiste, mais ça rejoint une discussion que j'ai pu avoir avec des spécialistes des coopératives il y a pas longtemps, en début de semaine d'ailleurs. L'idée, ça peut être assez lourd et assez engageant, hein. C'est-à-dire que du coup, le créer en coopérative, c'est une volonté claire de vouloir partager la gouvernance avec d'autres personnes. C'est-à-dire que voilà. Et donc du coup, il vaut mieux, à mon sens, créer en société classique pour se tester, et puis avoir et poser les choses pour après peut-être basculer sur un mode coopératif. Je me pense que c'est peut-être plus simple, effectivement. Voilà. Pour revenir un petit peu sur l'économie sociale et solidaire, il y a aussi, bien entendu, c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure en début, hein, un système une économie qui est aussi basée beaucoup sur un ensemble de valeurs. Donc voilà, je passerai assez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps notamment, mais il y a beaucoup de choses autour de la gouvernance participative, donc les dirigeants sont élus, il y a des instances de décision collective, la plupart, on a mis à part peut-être les entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui sont en agrément ESUS, en tout cas avec les grands principes de une personne égale une voix. Il y a l'histoire de la libre adhésion, c'est-à-dire que du coup chaque personne peut adhérer dans une organisation et puis sortir comme elle l'entend, effectivement. On retrouve l'idée de lucrativité absente pour les associations, ou limitée en tout cas pour les autres qui sont des sociétés commerciales. En tout cas, on s'impose des règles de fonctionnement, on ne partage pas tous les bénéfices, mais on en remet dans le projet en tout cas, et sur lesquels on ne peut pas toucher. Et puis effectivement, c'est un mode de fonctionnement où on essaie de réintégrer un petit peu, de garder la personne au centre de l'économie, au centre du fonctionnement. C'est-à-dire que idéalement, c'est aussi, même s'il y a des dérives comme partout, et puis dans le champ de l'économie classique, il y a des bonnes valeurs aussi parfois, mais on essaie d'être vigilant, souvent aussi sur la qualité de l'emploi. En tout cas, on peut, voilà. En tout cas, moi, j'essaie dans les projets que j'accompagne de parler de ça régulièrement, et puis de réfléchir un peu à sa manière de faire, en tout cas. Voilà, de manière globale sur tous les aspects de l'entrepreneuriat. Pour résumer globalement, l'ESS, c'est la primauté de l'humain sur les recherches de profit, effectivement. C'est aussi basé sur l'utilité sociale, voilà. Donc en tout cas un impact soit par l'activité, soit sur les manières de faire en interne, voilà. En tout cas, c'est fortement, et ça c'est assez spécifique pour l'économie sociale et solidaire, c'est des projets qui sont assez fortement ancrés sur un territoire en particulier. Et donc on parle souvent de structures non délocalisables, en tout cas c'est très lié au territoire. Je vous en ai parlé, il y a lucrativité limitée et non individuelle, en tout cas. Voilà. Au service de la finalité sociale, la rémunération capital limitée ou nulle pour les assos. Il y a un système d'encadrement d'échelle de salaire, etc., etc. Une gestion démocratique, une personne égale une voix, gouvernance collective pour la plupart, et souvent une mixité des ressources. Voilà, c'est-à-dire que du coup, et ça c'est clairement
très souvent le cas pour les associations, mais ça peut être le cas aussi pour d'autres structures. C'est-à-dire des ressources qui sont basées à la fois sur des activités de l'économie marchande, de vente de prestations, de l'économie de redistribution, c'est-à-dire du coup redistribution d'argent public ou privé, c'est-à-dire les subventions, et aussi du non monétaire, de la mise à disposition de locaux, du bénévolat. Alors ça c'est très très fort chez les associations, mais on retrouve cette mixité des ressources quand même dans la plupart des projets d'économie sociale et solidaire. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un domaine qui n'est pas lié à l'activité et donc qui s'adresse à tout type d'activité. En tout cas, on est plutôt sur le mode de fonctionnement, de gouvernance, mais pas forcément sur l'activité. Et donc, effectivement, ça va des petites assos locales de quartier à des grands groupes bancaires mutualistes qui ont des réalités très différentes. Voilà. Bon, ça je passe rapidement, mais vous pouvez retrouver plein de témoignages et voilà, d'illustrations un petit peu de projets très divers. Je vous ai mis des anciens chiffres, mais parce que ça n'a pas tellement changé. Mais en gros, l'économie sociale et solidaire, c'est à peu près 10% de l'emploi français, de l'emploi et 14% de l'emploi privé en France, ce qui est pas rien. C'est largement d'ailleurs des emplois dans le secteur associatif, hein, pratiquement à 80%. Voilà, et c'est à peu près les mêmes tendances en région. Je vous passe ça, très bien. Ça, je vous en ai parlé de maillage. Nous, en tout cas, juste, mais c'est pas très important. Nous, on a un cœur de métier quand même autour de l'accompagnement à la création en économie sociale et solidaire. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même de vous prévenir que, eh bien, qu'il existe un réseau qui s'appelle le réseau Tremplin Hauts-de-France, qui référence, en tout cas, auquel nous on fait partie également, qui référence plein d'acteurs de l'accompagnement autour de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Alors il y en a qui sont fortement ancrés localement par territoire, mais il y en a d'autres aussi qui sont des fois plus thématiques. Je vous ai parlé de Colline par exemple. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop vite. C'est toujours un peu frustrant, ça va un peu vite. On pourra en parler pendant longtemps, mais n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions par hasard? Alors, oui, il y a des questions, Sylvain, sur le chat. Oui. Existe-t-il un répertoire régional de l'ESS? Qu'est-ce que vous entendez par répertoire régional? Le répertoire des structures, c'est compliqué, non, parce que c'est même pas lié en fait, c'est même pas lié au numéro de SIRET, par exemple, ou de code APE, qui est lié à l'activité en tant que telle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de code APE de structure de l'ESS. Donc du coup, c'est un peu compliqué des fois d'avoir des statistiques autour de l'économie sociale et solidaire, parce qu'effectivement, on est dans des champs, je vous citais la coopérative du bâtiment, c'est une société du bâtiment en fait, sauf que la spécificité c'est qu'elle est en scope et que c'est voilà, c'est tout. Donc elle fait partie de la, donc elle n'est pas très apparente. Donc par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il existe des réseaux qui travaillent et donc où il y a pas mal d'adhérents autour de l'ESS. Notamment depuis la loi de 2014, il y a dans toute région, il y a les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les CRES, qui sont un peu la porte d'entrée sur le ESS, sur lesquelles on peut leur poser des questions. Ils font beaucoup d'animations, ils font des animations sur plein de thématiques par des territoires. Et donc là, il y a la CRES Hauts-de-France qui peut vous apporter. Et on a la spécificité dans le Nord-Pas-de-Calais d'avoir d'autres réseaux, mais il y a l'APES aussi, qui est plutôt un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui font aussi beaucoup de travail. Voilà, et puis on pourrait même relier la MRES, la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, qui regroupe un ensemble de structures autour de l'environnement, mais pas que, et du coup qui relève aussi de l'ESS. D'accord. Donc, Juliette parlait justement de la CRES, mais je pense que tu as répondu. Une autre question, le statut d'ESUS permet d'afficher ses valeurs. Y a-t-il d'autres avantages? C'est une bonne question.
C'est surtout ça, je dirais. C'est surtout d'afficher ses valeurs, sa façon de faire. Alors, en fait, non, ça peut donner accès à des financements spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Par exemple, l'AMEL a un appel à projet de développement de l'économie sociale et solidaire qui est donc accessible aux structures de l'ESS et pas que associatives pour le coup. Donc on peut, c'est une subvention qui permet de la création de premiers emplois pour des structures de l'ESS et ça peut être accessible des entreprises avec l'agrément ESUS, bien entendu. C'est le cas aussi pour les subventions régionales autour de l'ESS. C'est assez à la marge quand même. Véritablement, c'est parfois plus du symbolique qu'autre chose, mais effectivement les outils de France Active et notamment de Nord Actif d'aide à la trésorerie spécifique à l'ESS, ils demanderont l'agrément ESUS. Donc ça peut donner ça. Après, ils ont d'autres outils d'aide à trésorerie spécifiques pour les TPE. Hein, donc, voilà. Mais bon, voilà. De toute façon, juste par rapport à cet agrément ESUS, donc je suis pas forcément un spécialiste, mais pour les statuts historiques, hein, que je vous ai présentés, il est automatique en fait, parce que structurellement dans les statuts, il y a la non-lucrativité ou la lucrativité limitée, la gouvernance collective, etc. Donc du coup, il est instantané. C'est plutôt pour les sociétés commerciales qui ont envie d'afficher un mode de fonctionnement. Et en tout cas, de souvenirs, on peut pas l'avoir tout de suite. Je pense qu'il faut au moins 3 ans d'existence. Et donc, du coup, j'ai pas tout en tête tous les critères, mais il y a un certain nombre de critères, notamment de lucrativité limitée, voilà, d'échelle de salaire, de remettre dans des réserves le bénéfice, en tout cas une partie, etc., etc. Alors, je ne vois plus de questions sur le chat. Alors, ça fait 51 minutes là qu'on est parti. Il est peut-être temps de rendre l'antenne, si je puis dire. Donc, cette visio sera de toute façon disponible en ligne pendant 1 an. Tu nous as dit vraiment des choses très intéressantes et c'est frustrant parce que ça va vite. Ouais, ça va un Ça peu va vite. trop vite. Hmm. Alors, comment on fait si on veut en savoir plus maillage alors, il y a l'espace ressources. Hein, moi, j'accueille tout le monde et je peux te réorienter les personnes. C'est ça. C'est ça, ouais, non. Alors, il y a plusieurs choses. Soit les gens se posent des questions sur le champ de l'ESS, et là, les réseaux de l'ESS, type CRES, APES, peuvent vous donner beaucoup d'informations et n'hésitez pas à vous inscrire dans leur programmation et à assister aux événements. Ça sera toujours intéressant. Si vous êtes plutôt dans une perspective de création d'activité en vous posant la question de l'économie sociale et solidaire, ça peut être la porte d'entrée de l'espace ressources parce que ça permet déjà de discuter et de voir. Mais par contre, ou après, nous, on a effectivement des réunions d'accueil où on présente un peu notre accompagnement et on voit un peu les projets de chacun et chacune. Et nous, en tout cas, pour rentrer dans notre dispositif d'accompagnement, qui peut aussi être au démarrage en tout cas, c'est plutôt un accompagnement global, hein, mais ça peut aussi être là quand vous posez des questions générales sur l'économie sociale et solidaire, en tout cas sur la possibilité d'entreprendre dans ce champ-là. Alors, je vais te remercier. Il y a quelqu'un qui est en train de taper une question, donc je lui laisse quelques secondes. Moi, je vais simplement dire que Maillage, c'est un partenaire de la Maison de l'Emploi qui depuis très longtemps. Et puis, il y a une petite phrase qui caractérise Maillage, c'est toute initiative mérite qu'on y porte attention. Je crois que tu as bien transmis ce message, Sylvain, et je te remercie. Et je vois qu'il y a quelques intervenants aussi qui le font. Merci. Je te dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui étaient là, qui ont suivi cette visio. Vous retrouvez tout le programme de toutes les autres visios sur le site internet Clé de l'Emploi. Il y en a d'autres la semaine prochaine qui sont également très intéressantes. À bientôt. Merci bien.